PCNS, Policy Center for the New South, qui est spécialiste en géopolitique et relations internationales. Alors, on va commencer avec Monsieur Cheikh Tidjane Bangoura, qui est ici à ma droite. Il est donc ancien diplomate, juriste international, notamment au sein des Nations Unies. Il a également été maître de conférences à l'université en Allemagne et occupé des postes de direction dans différents organes onusiens que je ne vais pas tous citer. C'est beaucoup d'acronymes, hein, comme vous le savez, PNUCID, CNUSI, ONUDI. Et il a mené une trentaine de missions internationales, notamment sur l'état de droit, les droits de l'homme, la coopération internationale, pour le compte du Canada et d'organisations telles que l'ONU, l'UE et l'OSCE. Donc, j'ai le grand plaisir de lui céder la parole en premier pour qu'il nous parle de la communauté afro-atlantique dans sa dimension de droit international, mais aussi dans sa dimension économique, parce que nous allons donc marier ce matin les deux perspectives, la diplomatie, l'économie et d'autres questions aussi qui vont émerger à travers la discussion. Je rappelle ici qu'on est dans un cadre universitaire, donc il y a des propos qui sont très libres, qui sont tenus, bien sûr. Chaque chercheur a le droit d'avoir des propos très libres. Et si vous en êtes d'accord aussi pour les archives du centre, nous allons enregistrer cette discussion pour des fins de recherche. Donc à vous la parole, Cheikh, et merci encore d'avoir été pilote aussi pour l'organisation de cette conférence ce matin. Merci, Monsieur Boutin. Merci, Benjamin. Bonjour à tout le monde. Merci de cette présentation. C'est merveilleux d'être ici. Et vous verrez que j'hésite un peu parce que là, il y a à peu près un an, j'étais encore dans cette salle et juste au moment où je prenais la parole, il y a eu une coupure d'électricité. Et il y a eu une alarme pour l'évacuation. Alors là, j'hésite un peu, mais je crois que tout va bien aujourd'hui. Alarme incendie. Oui. Bon, on a fait nos prières avant d'être là. Je suis là. Voilà, mais voilà, son Excellence est là, et donc tout va bien. Bonjour à tout le monde. Et dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui, le titre Les nouvelles relations internationales de l'Afrique, transatlantisme et partenariat, c'est le titre général. Et il m'a été demandé de parler de la communauté économique afro-atlantique et j'ai préféré me baser sur les fondements juridiques vers une perspective afro-atlantique qui souligne le rôle croissant de l'Afrique dans l'économie mondiale. L'évolution contemporaine de l'économie mondiale s'inscrit dans un contexte de recomposition géoéconomique, caractérisé notamment par l'émergence de nouveaux pôles de croissance et un déplacement progressif des centres de gravité économique vers le sud global. L'Afrique, longtemps considérée comme périphérique, apparaît aujourd'hui comme un acteur stratégique. Dans ce contexte, l'émergence d'une communauté économique afro-atlantique constitue un paradigme politique pertinent et une évolution majeure qui renvoie à un espace d'interaction économique, politique et culturelle entre les pays riverains et l'Atlantique, avec l'Afrique comme pivot stratégique. Elle traduit une nouvelle lecture des relations internationales dont nous parlons aujourd'hui entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe, fondée sur des dynamiques économiques stratégiques et géopolitiques renouvelées. Au-delà de sa dimension économique, cette communauté dont je vous parle repose sur des fondements juridiques solides, issus du droit international général et régional. Et c'est de ça que je vais parler. Dans ce bref exposé, j'examine la formation progressive d'une communauté économique afro-atlantique à la lumière du droit international et des cadres normatifs africains, à la lumière des principes de la Charte des Nations Unies, des instruments de l'Union africaine et de la vision stratégique de l'agenda 2063,
J'estime que l'espace afro-atlantique constitue à la fois une construction économique et une réalité juridique en consolidation qui marque une transition vers une perspective afro-atlantique, mettant en évidence le rôle croissant de l'Afrique dans le nouvel ordre économique international que la nature de ces nouvelles relations internationales caractérise. Je voudrais, avant de continuer, signaler que il y a 2 ans, nous avons eu la première, et si j'ai bonne mémoire, l'unique table ronde sur les questions transatlantiques au Canada, et c'était au niveau du Africa Study Group, dont je suis le président, et c'était avec vous, Votre Excellence, et avec mon cher collègue Zakaria, le professeur Zakaria, et ça, il y avait, je crois, 2 ans de cela. Et ensuite, j'ai été invité en décembre dernier au dialogue à Rabat, qui a rassemblé plus de 400 personnes venant de partout au monde, de l'Amérique latine, des Africains, des parlementaires sud-africains, des parlementaires malgaches. Et une session extraordinaire. Et j'ai eu aussi l'avantage, le privilège de participer, d'écrire un article qui a été publié dans le 40, dans l'ouvrage annuel de l'Institut pour le Sud, le Nouveau Sud, sur les questions du régionalisme, sur l'importance du régionalisme comme étant un atout indispensable pour compléter la mondialisation. Je veux parler donc aujourd'hui des questions juridiques et en premier lieu, je parlais des fondements juridiques de la coopération afro-atlantique en droit international. Les premiers fondements sont les principes de la Charte des Nations Unies. Le cadre juridique international repose sur des principes fondamentaux qui structurent les relations internationales entre États. La Charte consacre notamment l'égalité souveraine des États. L'article 2, paragraphe 1. Nous avons la coopération internationale, article 1, paragraphe 3, et plus extensivement le chapitre 9 qui parle de la coopération économique et sociale internationale et notamment son article 55. Et bien évidemment, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Article 1, paragraphe 2. Ces articles, ils font partie aussi des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et dans un certain contexte portent le caractère du jus cogens. Et ces principes, excusez-moi, confèrent une légitimité juridique à la participation active des États africains à la gouvernance économique mondiale et se reflètent justement dans l'afro-atlantisme. En deuxième position du droit international, je parlerai du droit au développement comme fondement normatif. Et là, je vais vous parler de la déclaration de 1986. C'est une déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la déclaration sur le droit au développement qui consacre un droit inaliénable des peuples à participer, contribuer et bénéficier au développement économique. Dans le contexte afro-atlantique, ce principe justifie la diversification des partenariats économiques, 2, la transformation locale des ressources, et 3, la réduction des asymétries structurelles dont on parle souvent ces jours-ci. Et ceci reflète évidemment, je dirais, la liberté internationale et le principe de coopération économique internationale que certains essayent de limiter quand il s'agit de l'Afrique, et très malheureusement. Un troisième point du droit international, je parlerai du régionalisme et de l'intégration économique. Le droit international reconnaît la légitimité des processus d'intégration régionale. La communauté afro-atlantique peut ainsi être comprise comme une extension fonctionnelle de ces dynamiques, combinant régionalisme africain et coopération transatlantique. Il permet la création d'espaces économiques régionaux compatibles avec l'économie mondiale. Je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur les différents aspects. Chacun de ces points
je dirais, mérite une thèse de doctorat. Mais j'ai 15 minutes, je crois. Entre 10 et 15. En 10 et 15 minutes. Je crois que si je fais 14 minutes 59 secondes, ça va aller. Et dans le cadre du normatif africain, la deuxième partie des normes de droit international, je parlerai de la question qui s'insère entre intégration et la projection internationale. En premier lieu, je parlerai de l'Union africaine et de son acte constitutionnel, de son acte constitutif. L'Union africaine promeut une intégration économique fondée sur la coopération entre les États, le développement durable et l'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale. Et ça, ce n'est pas seulement l'Union africaine, c'est à la base de la création de l'Organisation de l'Unité africaine déjà en 1963. C'était basé sur ces principes qui ont été repris par l'Union africaine à travers sa charte d'Arusha et qui a continué et qui évolue tout en intégrant des éléments économiques dans le développement de l'Afrique. En deuxième position, je parlerai de l'agenda 2063, que nous connaissons tous, qui définit une feuille de route ambitieuse articulée autour de plusieurs aspirations. Une Afrique prospère et intégrée, un continent influent sur la scène politique, un développement inclusif et durable. Et dans ce contexte, je dirais que la dynamique afro-atlantique s'inscrit directement dans cette vision en favorisant l'ouverture stratégique du continent. L'espace afro-atlantique constitue un levier pratique de mise en œuvre de cette vision. Et ça, c'est apparent dans plusieurs documents académiques qui apparaissent depuis 12 ans lorsqu'on parle de l'afro-atlantisme. Et si j'ai continué à pousser la cause ici au Canada, c'est parce que j'espère que dans le cadre de la stratégie canadienne pour l'Afrique, notamment, il est très important qu'on comprenne cela et que nous, au Canada, nous ne soyons pas de nouveau en train. Il ne faut pas courir après le train. C'est une activité qui est en train de naître et je pense qu'il est très important d'avoir ça à l'idée. Et c'est pourquoi je me suis permis d'attirer aussi l'attention de Affaires mondiales Canada. Et je me réjouis de la présence de Joanne ici. Et je pense qu'il est très important d'avoir ce processus à l'œil. La dernière fois, lorsque j'étais à Rabat, j'ai été très heureux de constater que James Miles était là avec moi de Global Affairs. Et je pense que nous devons garder ça à l'esprit. Ensuite, quelque chose qui est aussi dans le cadre de droit international et qu'on peut voir d'un autre œil, c'est le rôle de la diaspora africaine. Et ça aussi, c'est important pour nous ici au Canada. Et comme on le dit souvent, cette diaspora africaine est sous-employée, elle est sous-utilisée. Pourtant, reconnue par l'Union africaine comme 6e région, la diaspora joue un rôle clé dans les transferts financiers, la circulation des compétences, la consolidation des réseaux économiques et surtout le transfert de l'information, de la technologie. On ne parle pas assez de ça. La diaspora est un pont indispensable entre l'Afrique et le monde développé. Je vais parler en troisième point de l'émergence d'un espace économique afro-atlantique. Je crois que il ne me reste pas beaucoup de temps. Et dans ce contexte, je vais juste citer les titres. Il y a des facteurs qu'il faut prendre en considération, tels que les facteurs économiques structurants, la croissance démocratique et l'urbanisation, l'expansion des marchés africains, les ressources naturelles stratégiques. Et en deuxième point de ce paragraphe, on a l'intégration dans les chaînes de valeur économique, qui me semble aussi extrêmement important. On a une influence géoéconomique croissante et
Dans ce contexte, je mentionnerai la diversification des partenaires économiques et la participation accrue aux institutions internationales qui traduisent une montée en Afrique dans la gouvernance mondiale. Dans ce contexte, et comme je l'ai mentionné à Rabat, mais aussi dans mon article que j'ai écrit, il y a des défis juridiques et institutionnels, je dirais même. Et ces défis ne peuvent être relevés que, évidemment, dans ce qu'on appelle en anglais institution building et capacity building. Et ceci s'inscrit, ces difficultés apparaissent notamment dans le cadre de l'harmonisation des cadres normatifs en Afrique. Il y a lieu de faire une consolidation d'un espace afro-atlantique qui nécessite une convergence des régimes juridiques, une sécurisation des investissements en Afrique et une régulation efficace des échanges. En deuxième point, comme défi, je parlerai de la gouvernance et de l'état de droit. Le renforcement de l'état de droit demeure une condition essentielle pour garantir la stabilité institutionnelle, la transparence et la confiance des investissements. Un pays qui respecte les droits de l'homme, l'état de droit est un cadre d'investissement garanti. Ça attire beaucoup plus les investisseurs que ça les repousse. Les risques géopolitiques qui existent également, la concurrence, en premier lieu, la concurrence entre puissance économique et la dépendance extérieure constituent des défis majeurs susceptibles de fragiliser cette dynamique. Suivez mon regard, ce qui se passe présentement. Il y a 10 ans, je ne savais pas, je ne maîtrisais pas le terme de minerais rares. Aujourd'hui, on a découvert que les minerais rares ont une certaine importance et peuvent même être utilisés dans un autre cadre. Et l'Afrique a des minerais rares. Ensuite, pour finaliser, Benjamin, ma présentation, je parlerai de la perspective. C'est mon avis personnel. Je l'ai dit à plusieurs reprises, aussi à Rabat. À partir de l'afro-atlantisme, je perçois une perspective qui va vers un droit économique afro-atlantique. Il faut qu'on en parle et qu'on parle du concept du droit économique afro-atlantique. L'évolution actuelle pourrait conduire à l'émergence de ce droit caractérisé par des normes communes en matière de commerce et d'investissement, des mécanismes institutionnels de coopération et une gouvernance économique partagée. Cette évolution renforcerait la capacité de l'Afrique à peser dans l'élaboration des règles de l'économie mondiale. En guise de conclusion, je dirais que la communauté économique afro-atlantique s'affirme comme une construction à la fois économique et juridique. Elle repose sur des fondements juridiques solides issus du droit international, notamment de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de l'agenda 2063 et traduit une transformation profonde, celle d'une Afrique désormais acteur central, légitime et structurant de l'économie mondiale. Voilà, je vais m'arrêter là, tout en vous remerciant encore une fois. Et comme je constate, il n'y a pas eu d'alarme d'évacuation, donc tout va bien. Voilà. Merci, Jonathan. Merci, Et Jonathan, si Benjamin. Je vous appelle toujours Jonathan à cause de Jonathan, avec qui j'ai eu des séries ici. On remercie Jonathan Paquette, le directeur du centre le Collège des chaires de recherche. Ben, merci beaucoup d'avoir respecté le temps et d'avoir posé aussi bien le cadre dans lequel s'inscrivent nos débats. Cela montre donc que ces efforts, cette montée en puissance diplomatique de l'Afrique, mais aussi économique, s'inscrit donc dans un cadre
de droit international, chose que dont certains États s'affranchissent, hélas, aujourd'hui. Donc, au moins, vous avez replacé ça dans le bon cadre. Alors, je me tourne maintenant vers notre intervenant en ligne au Maroc, Jamal Majrou. Est-ce que vous pourriez activer votre micro, s'il vous plaît? Vous êtes chercheur principal au Centre d'études politiques au Sud. Vous vous consacrez aux questions de géopolitique et relations internationales. Vous enseignez dans différentes facultés, par exemple à l'Université polytechnique Mohamed VI, également à l'École nationale de commerce de l'Université Ibn Tufayl de Kenitra. Vous enseignez également en Suède, dans un collège royal d'études militaires. Et vous avez publié récemment un ouvrage qui s'intitule Justice et développement dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et votre intervention aujourd'hui s'intitule Façade et Interland, la grammaire marocaine d'un espace atlantique intégré et solidaire. Laissons la parole. Merci. Un grand bonjour de la côte sud-est de l'Atlantique, de Rabat. Donc, bonjour, monsieur le directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone d'Ottawa. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice du Royaume du Maroc à Ottawa. Chers collègues et honorable audience. Mais vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'être avec vous, même en Zoom, pour pouvoir partager des réflexions autour de ce bien commun qui nous relie les deux continents, à savoir l'Atlantique. Alors, comme vous l'avez très bien dit, c'est une grammaire marocaine parce que c'est une façon marocaine de penser l'Atlantique. Et donc, ma contribution va tourner autour des mêmes jalons, des mêmes fondements que ceux qui ont été cités aujourd'hui par Cheikh Tidjane Bangoura, c'est-à-dire africanité et atlanticité. Mais le prisme que serait le mien, c'est le prisme géopolitique et non le prisme juridique. Quoique, dans mes travaux de recherche en tant que doctorant à l'Université de Tours en France, que j'ai consacré au règlement des litiges à l'Organisation mondiale du commerce, revenait la question de la légitimité, de la légalité même des intégrations régionales au vu du droit international. Et moi, je l'avais abordé pour ma thèse sur l'angle de l'économie. Et on a l'article 24 du droit de l'OMC, du GATT 94, qui nous dit clairement que tous les États, ils ont cette capacité juridique, cette légalité à pouvoir constituer des intégrations régionales pour pouvoir aller plus rapidement et peut-être plus fort sur le chemin de l'intégration. Et au Canada même, il y a l'USMCA, US, Mexico, Canada. Donc, en Europe, il y a l'Union européenne, et etc., Mercosur, et j'en passe. Alors, si vous permettez, je vais constituer mon intervention en 5 temps essentiels. Le premier temps sera consacré à la description de la vision du Maroc et la vision royale de l'Afrique atlantique. Le deuxième temps serait consacré à la question des soubassements géopolitiques, c'est-à-dire quelles sont les raisons fondamentales qui vont amener le Maroc à un moment de poser sur la table son projet de l'Atlantique. Et troisième temps, il serait consacré aux questions de l'opérationnalisation ou du passage de l'ambition à la réalisation avec un point de situation sur l'état d'avancement de ce processus de l'Afrique atlantique. Quatrième élément, si je pourrais peut-être me hasarder un peu, ça serait de voir les perspectives propres au Canada par rapport à ce projet. Est-ce que ça pourrait être d'un intérêt quelconque pour le Canada? Et je finirai avec un élément de perspective, c'est-à-dire peut-être une esquisse de l'avenir qu'on pourrait emprunter ce projet. Donc, la vision. Alors, la vision de l'Afrique atlantique qui était déclarée et contenue dans le discours royal de 2023 mériterait, à mon sens, 3 éclairages. Le premier éclairage, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vision ou d'une initiative, mais de 2 initiatives royales. Deuxièmement, et c'est là un élément important pour moi, il ne s'agit pas d'une nouvelle ou d'une rupture par rapport au passé dans la politique étrangère du Maroc, mais il s'agit beaucoup plus d'un continuum stratégique. Et troisième élément, l'initiative sur les désenclavements, en tout cas la deuxième initiative,
Il ne vise pas uniquement la construction d'une route pour relier les États enclavés à l'océan Atlantique, mais d'un processus de désenclavement beaucoup plus global. Donc, en quoi consistent les initiatives? Alors, j'ai dit 2 initiatives parce que il y a une initiative, si je pourrais peut-être partager avec vous la carte de l'Afrique, parce qu'il est toujours important d'avoir un support visuel sur les questions de la cartographie. Est-ce que la carte apparaît sur votre écran, s'il vous plaît? Oui? Ça va? Ah, très bien. Donc, la première initiative, l'Afrique atlantique, elle correspond aux États qui sont riverains de l'Atlantique. Ils sont au nombre de 23. Au nord, on a le Maroc et au sud, on a l'Afrique du Sud. Et la dynamique qui préside à cette initiative-là, c'est l'intégration économique, c'est-à-dire relayer les 23 pour pouvoir agir ensemble dans le domaine politique, sécuritaire, économique et j'en passe. La deuxième initiative royale, elle correspond cette fois-ci non pas aux États atlantiques, côtiers et riverains de l'Atlantique, mais aux États enclavés, c'est-à-dire qui n'ont pas de débouché sur la mer. Et principalement les 4 États, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali et Burkina Faso, les 4 États. Et cette question de désenclavement mériterait peut-être un focus important parce que dans plusieurs régions du monde, l'accès à la mer n'est pas un droit aux États enclavés. Et ça coûte, selon les Nations Unies, à peu près 20% du produit intérieur brut. Et en termes de logistique, c'est entre 30 et 40% de frais supplémentaires pour pouvoir importer et exporter. Donc, c'est une question centrale, mais c'est une question qui est généralement pensée dans une logique conflictuelle. Ce que l'on songe à la Bolivie en Amérique du Sud, ou bien à l'Éthiopie en Afrique de l'Est, on a toujours des dynamiques conflictuelles pour pouvoir avoir un accès à la mer. Alors, avec l'initiative royale qui émane du Maroc, pour la première fois, c'est l'État qui est côtier qui va demander ou proposer aux États enclavés d'avoir un accès vers la mer. Alors, deuxième éclairage que j'essaie d'aller vite pour pouvoir cadrer avec les 10 minutes à 15 minutes qui m'ont été attribuées, mais on pourrait revenir sur des questions dans la séance de débat plus tard. Donc, le continuum, c'est que ce n'est pas une rupture dans la politique étrangère du Maroc, mais c'est un continuum. Déjà, géographiquement, le Maroc, il est situé en Afrique et par son histoire, il avait toujours ce mouvement vers le sud, vers ces pays africains. Et même l'initiative de l'Atlantique, on pourrait peut-être la penser dès le début des années 2000, avec l'accession du roi Mohamed VI au trône. On avait une dynamique de ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Et un ensemble de concepts vont s'ancrer dans la diplomatie marocaine, comme par exemple l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et que la coopération triangulaire, la coopération sud-sud, et tous ces éléments-là constituent des jalons qui vont à un moment, 2023, être formalisés sous forme de cette doctrine atlantique du Royaume du Maroc. Alors, troisième élément d'éclairage, c'est que le désenclavement des pays ou des 4 pays du Sahel ne correspond pas uniquement à une question de la construction d'une route, mais il s'agit beaucoup plus d'un schéma global de désenclavement, à la fois comme schéma mental, schéma politique, un maillage autoroutier, un maillage aussi portuaire, un maillage aéroportuaire. Ensemble, c'est connecter ces 4 États aux chaînes de valeur mondiale et à la mondialisation. Et on sait que l'état actuel de ces États-là, compte tenu de leurs contraintes géographiques, fait le nid aux groupes violents et aux transformations même parfois violentes politiques. Donc voilà à peu près les 3 points d'éclairage par rapport à l'initiative. Maintenant, quels sont les sous-bassements géopolitiques? En d'autres termes, pourquoi le Maroc il avait mis sur la table ce projet atlantique? Alors, je dirais que 3 motifs principaux stratégiques éclairent le choix du Maroc pour cette stratégie atlantique. D'abord, la prise de conscience
de l'importance de la mer comme étant un élément central dans la structuration des relations internationales à venir. Et je crois qu'on pourrait diverger par rapport à tous les éléments aujourd'hui de la géopolitique mondiale, mais on pourrait être unanime sur une question fondamentale. C'est que les espaces maritimes deviennent un élément important de l'action des États et de la puissance des États. On pourrait même songer à une sorte de revanche de la mer sur la terre comme centralité dans la politique étrangère des États. Donc, l'importance de la mer. Deuxièmement, l'importance de l'intégration économique. Un proverbe africain dit que seul on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller plus loin. C'est dire que les États africains pris individuellement ne peuvent pas faire le poids dans la scène internationale. Même des États de puissance, on va dire médiane, ne peuvent pas le faire. On pense aujourd'hui à des États puissants comme le Canada, comme l'Union, ou à une structure comme l'Union européenne, qui ont quand même un peu de difficulté à asseoir et à faire écouter leur voix dans la scène internationale parce que justement, les dynamiques actuelles font que le regroupement des États, c'est un gage central pour pouvoir démultiplier la puissance de ces États-là pour qu'elle soit beaucoup plus audible au niveau international. Le troisième élément, c'est le nexus sécurité-développement. Alors, pour longtemps, on a pensé l'Afrique dans les dynamiques sécuritaires et militaires, mais qu'on a toujours oublié la question économique et de développement. Et un ancien juge de la Cour internationale de justice, un ancien juge africain, avait dit que lorsqu'on me donne le choix entre les droits économiques et les droits politiques, c'est comme si on me dit de choisir entre mourir d'une balle ou mourir de la faim. C'est dire que la question économique est fondamentale même pour vaincre la question sécuritaire. On ne pourrait pas résoudre les problèmes dans le Sahel. Je sais que le Canada aujourd'hui a un envoyé spécial pour le Sahel, sans passer par la dynamique économique. L'économie, le développement nous aide à tarir les ressources et les ressources des actions violentes dans ces espaces-là. Et donc, il faut faire attention aussi à la question du développement et non pas uniquement avoir un focus centré sur la sécurité. Alors, l'état d'avancement, les deux initiatives empruntent deux chemins parallèles. L'initiative de l'Afrique atlantique des 23 États en bleu, c'est un processus euh, qui porte aujourd'hui l'appellation processus des États de l'Afrique atlantique. Il réunit les 23 États, il a un secrétariat basé à Rabat et il a trois axes dans ce programme d'action. Un axe de programme de coopération politique et sécuritaire et qui est chapeauté par un État, le Nigeria. Le deuxième axe du programme de la coopération et d'intégration, c'est la connectivité économique énergétique et l'économie bleue, elle est chapeautée par le Cap-Vert. Et le troisième axe du programme de coopération et d'intégration, c'est l'axe de l'environnement marin qui est chapeauté par le Gabon. Sur la deuxième initiative, celle qui concerne la facilitation de l'accès à la mer, les quatre États, encore une fois, je l'ai peut-être rappelle, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont été invités par le Maroc à Marrakech pour pouvoir discuter de la faisabilité, mais aussi du modus operandi de ce désenclavement. Et sur cette question-là, on a instauré, on a désigné des task forces dans les 5 acteurs, les 5 partenaires, pour pouvoir produire leur conception de désenclavement et faire les choix et les arbitrages nécessaires sur cette question-là. Alors, l'intérêt pour le Canada. Alors, le Canada vient d'adopter sa stratégie africaine et je me réjouis que dans la stratégie africaine du Canada, il y a le mot prospérité avant le mot de sécurité. Et je crois que c'est une bonne prise de conscience de l'importance des éléments de la coopération économique pour pouvoir asseoir une région stable, politiquement parlant, mais aussi prospère économiquement. Et je crois que le Canada a un intérêt substantiel dans l'initiative de l'Afrique atlantique, le désenclavement du pays de Sahel. D'ailleurs, la preuve, ils ont nommé un envoyé spécial pour le Sahel. Je crois pour au moins 5 raisons essentielles. D'abord, la géographie, c'est l'élément constant de la géopolitique et des intérêts étatiques. Et sur la géographie, certes, le Canada paraît éloigné de la zone de l'Afrique, mais je crois que c'est uniquement une pensée terrestre
que lorsqu'on pense au niveau maritime, l'Afrique partage avec le Canada l'océan Atlantique. Et c'est cet élément de partage de l'Atlantique qui pourrait être un élément d'entrée pour une politique africaine plus substantielle et plus opérante pour le Canada. La démographie, cher Tidjani vient de le rappeler, la communauté africaine basée au Canada, y compris la communauté marocaine, une bonne communauté d'étudiants, pourrait être aussi un élément de jonction entre les deux côtes de l'océan Atlantique. L'économie, le Canada est une puissance économique importante, mais je crois que le potentiel il est largement au-dessus de ce qui est aujourd'hui le cas, avec uniquement 15 milliards de dollars d'échanges avec les 54 États de l'Afrique. Je crois qu'au niveau des ZDE, au niveau des mines, des terres rares, il y a une bonne dynamique à explorer entre les deux, le continent africain et entre le Canada. Mais aussi la stratégie, je pense que dans cette transformation géopolitique qu'on vit aujourd'hui. Il vous reste 5 minutes. Alors, je vais conclure en 2 minutes. Donc, je crois que ça va de soi que la diversification des partenariats aujourd'hui s'impose à tous les acteurs internationaux. Et le Canada, on est un acteur qui est conscient de cet élément-là. Et l'Afrique pourrait être un élément de diversification de ces partenariats. L'humanité, comme 5e élément de jonction entre l'Afrique et le Canada, je crois que aujourd'hui, on assiste à un choc entre les mastodontes et les titans au niveau international, mais que les puissances médianes et les puissances, je dirais, humaines pourraient peut-être aussi s'allier pour pouvoir produire un discours autre que le discours aujourd'hui de la confrontation, de la conflictualité. Et le Canada jouit d'un capital humain important, d'un soft power conséquent en Afrique, de par sa non-participation dans le passé colonial, de par sa politique étrangère basée sur les questions de l'environnement, du droit de l'homme, etc. Et je crois que c'est un capital à investir pour pouvoir avoir plus forte relation avec l'Afrique, pour pouvoir produire un agenda de coopération, non pas de conflit dans le monde. Alors, perspective pour l'avenir, je dirais uniquement peut-être mes 5 éléments de perspective sans les détailler, mais on pourrait les discuter plus dans la séance de débat. Je crois que la trajectoire que va emprunter cette initiative dépendrait de 5 éléments, à savoir la capacité des États concernés à structurer leur coopération, à passer du discours à l'action, à travers d'abord l'appropriation par tous les membres de l'initiative ou des 2 initiatives du projet, de cette vision. Il y aurait une adhésion spontanée des acteurs. Deuxièmement, la mutualisation de leurs efforts. Troisièmement, l'inclusion des parties les plus faibles dans la structure globale de coopération. Et quatrièmement, l'articulation de leur politique étrangère, que ce soit avec l'agenda de l'Union africaine ou avec leur engagement au niveau du droit de l'OMC et du droit international. Et pour finir, l'opérationnalisation pour passer d'une diplomatie de discours à une diplomatie de preuve et d'action. Je vous remercie et je suis vraiment désolé si j'ai tardé un peu par rapport au temps imparti. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Vous nous entendez toujours? Oui, bien. Oui, très bien. Pour avoir partagé ces éléments très riches. Vous avez évoqué donc cette initiative notamment de désenclavement qui s'adresse à des pays du Sahel. On sait qu'il y a également des questions qui relèvent de la stabilité politique dans ces pays. Et pour troisième intervenante, on a la chance et le plaisir d'avoir Marie-Ève Desrosiers, qui est titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques francophones. Elle est professeure ici à l'Université d'Ottawa et spécialiste des questions de sécurité et de gouvernance. Donc, ses travaux portent notamment sur les crises politiques et les conflits, et elle s'intéresse également à la politique étrangère et à l'aide internationale. Donc, Marie-Ève Desrosiers va à présent nous présenter sa communication. Merci, on attend. Oui, voilà, je peux juste peut-être mettre. Ouais. Donc, merci une fois de plus de l'invitation pour cet échange avec évidemment
plusieurs intervenants, dont des intervenants qui sont au Maroc. Et ma présentation, je pense, suit très bien celle de mon prédécesseur parce que je vais effectivement parler de ces puissances moyennes, mais d'une certaine façon, en décentrant un peu le regard par rapport à ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Vous savez, on est conviés ici pour une conférence qui porte sur les nouvelles relations internationales africaines. Et ma présentation sera sur les nouvelles relations africaines non atlantiques, en partie parce que justement, il existe une montée de relations internationales en Afrique et de nouveaux acteurs en Afrique qui viennent un peu chambouler cette relation plus traditionnelle qu'on avait notamment par rapport à l'Atlantique. Et c'est le cas, entre autres, de puissance. Déjà, tu as le. Je peux nouvelles puissances moyennes autoritaires. Et je vais remercier mon premier ministre, Mark Carney, parce que d'une certaine façon, il a ramené cette notion de puissance moyenne à la page, parce qu'à Davos, il nous rappelait que, bon, en premier, évidemment, on est en train d'assister à l'effondrement de l'ordre libéral post-Deuxième Guerre mondiale, mais en nous disant, c'est le moment pour les puissances moyennes de se solidariser pour justement faire avancer une nouvelle forme de politique internationale. Mais évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, les puissances moyennes ne sont pas toutes démocratiques, comme celles qui peut-être étaient associées à l'univers des années 90 et ce supposé triomphe de la démocratie. Et donc, la question que je me pose avec vous aujourd'hui, c'est qui sont ces autres puissances moyennes? Quel est leur impact sur les relations internationales? Mais puisqu'on veut parler d'Afrique, plus précisément par rapport à l'Afrique. On va essayer de voir si la technologie fonctionne. Et voilà. Et je m'appuie pour ma présentation sur un livre que je viens de faire paraître avec mon collègue Nick Kidman qui s'appelle The Rise of Authoritarian Middle Powers and What It Means for World Politics. Le livre, il est gratuit. Donc, notez le titre, vous pouvez aller le lire en ligne tout à fait gratuitement, mais c'est aussi en lien avec beaucoup de mes travaux des dernières années qui portent justement sur l'autoritarisme et le recul de la démocratie dans le monde. Et si vous voulez, un des enjeux pour moi les plus importants, c'est qu'on se retrouve dans une crise multiforme à l'international. Certains l'appellent polycrise, mais le mot est un peu, pas nécessairement un mot qui est facile à dire puis qui signifie ce qu'on veut dire. Évidemment, cette double crise, c'est le recul de la démocratie dans le monde qui, évidemment, recule depuis plus de 20 ans, mais également le fait qu'on se retrouve de plus en plus dans un contexte où on vit le délitement de cet ordre libéral, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qui est de plus en plus mis à mal. Et pour comprendre ce contexte, jusqu'à tout récemment, on mettait particulièrement l'emphase sur deux pays en particulier, la Chine et la Russie. Et donc, on a cette focale sur les grandes puissances comme les grands acteurs qui déterminent la destinée de la politique mondiale. Et c'est quelque chose qui risque de s'accélérer avec, évidemment, les changements politiques qu'on connaît de l'autre côté de la frontière ici aux États-Unis. Et les puissances moyennes reçoivent beaucoup, beaucoup moins d'attention, évidemment, que les grandes puissances. Surtout en tant que groupe, on a tendance à les étudier ou à se pencher sur elles de manière individuelle. Et on a aussi tendance à prendre pour acquis que ce sont nécessairement des acteurs bienveillants parce que ce qui est, par exemple, notre théorie des puissances moyennes date encore une fois de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on a un deuxième gros boom dans les années 90 où on se penchait sur des pays comme le Canada, comme l'Australie, par exemple, des démocraties libérales qui, d'une certaine façon, sont mises à bien dans un contexte où les principes libéraux triomphent. Et évidemment, ce n'est plus le cas. Et on se retrouve dans un contexte où les puissances moyennes autoritaires sont en croissance. Et donc, c'est le regard que je veux porter avec vous et sur le fait que ces nouvelles puissances moyennes autoritaires ne sont pas nécessairement des acteurs bénins, mais à leur façon, que ce soit de manière directe ou indirecte, contribuent à des relations internationales certainement moins démocratiques, mais également plus volatiles. Donc, un monde moins instable. Et pourquoi s'en préoccuper par rapport à l'Afrique?
Ben, en partie, parce que si on regarde la façon dont elles se sont profilées, ces nouvelles puissances moyennes autoritaires, c'est comme un roman de détective où je retiens le nom, puis je vais vous annoncer c'est qui dans quelques secondes, mais elles ont entre autres contribué à faire avancer des formes de relations qui sont plus informelles, qui sont plus personnelles, quoiqu'on a toujours eu une tendance, en pensant à la France-Afrique, à des relations de personnalisation en Afrique, mais une nouvelle forme de personnalisation parce qu'entre autres, elles opèrent notamment à coup de relations plus spontanées ou se profilant moins sur le long terme, mais également par l'entremise je les ai appelés des proxies, mais on pourrait parler d'intermédiaires, que ce soit des intermédiaires sécuritaires, des intermédiaires économiques, et donc qui rendent les relations internationales un peu moins prévisibles que c'était le cas précédemment. Elles contribuent également sur le continent à des formes de militarisation par une accentuation des relations d'échange de technologies militaires, également en contribuant soit de manière directe ou indirecte à certains des conflits régionaux qu'on connaît en Afrique, et donc, de manière plus générale, à accentuer des formes de compétition géopolitique sur le continent. Et c'est notamment le cas dans certaines des régions les plus sensibles, disons, sur le continent, ou les plus chaudes en ce moment sur le continent africain, qu'on pense par exemple à la Corne de l'Afrique, la région du Nil et évidemment le Sahel, qui était entre autres beaucoup du propos de mon collègue précédemment. Et donc, de manière générale, ces puissances moyennes autoritaires contribuent sur le continent africain à accélérer des formes de relations internationales un peu plus volatiles. Et qui sont ces puissances moyennes autoritaires? Mais ce sont des pays, comme c'était le cas, par exemple, de nos puissances moyennes traditionnelles des années 90, qui sont plutôt à un niveau intermédiaire en termes de puissance économique et de puissance militaire, ce qui signifie qu'elles ont une capacité d'avoir une influence dans leur région, parfois même d'avoir des velléités hégémoniques dans leur région, mais certainement pas de s'affirmer comme ce serait le cas de grandes puissances dans le monde. Mais elles sont autoritaires. Donc, sous gouverne autoritaire, dans certains cas, on pourrait même y associer un groupe de pays qui s'autocratisent, si on veut regarder encore plus loin, mais je vais principalement vous parler de pays autoritaires aujourd'hui. Et ces puissances moyennes autoritaires, PMA, qui étendent leur influence en Afrique, c'est notamment, par exemple, la Turquie, les Émirats arabes unis, on peut penser également à l'Iran. On pourrait même, en termes de comportement, de penser à certains pays au sein même de l'Afrique qui deviennent peut-être pas nécessairement des puissances moyennes parce qu'elles n'ont pas la puissance économique ou la puissance militaire, mais qui se comportent quand même comme des puissances moyennes autoritaires. Pensons par exemple à l'Éthiopie, ou on pourrait penser à l'Égypte, entre autres. Et ces puissances autoritaires, la façon dont elles fonctionnent, c'est largement à utiliser leur politique internationale comme un outil de survie pour la politique interne. Alors, on a longtemps dit en relation internationale que la politique internationale est pour la survie de l'État. Mais dans ce cas-ci, on est beaucoup dans des États qui mettent de l'avant des relations internationales et une politique étrangère pour permettre pour aider à contribuer à la survie du régime et non pas de l'État. Donc, ça peut être, par exemple, en mettant de l'avant des formes de puissance militaire à l'externe, quand ça permet de cibler des opposants qui se retrouveraient, par exemple, dans les pays voisins. C'est également en utilisant, et mon collègue en parlait dans la présentation précédente, dans la mobilisation de puissance douce, c'est-à-dire l'utilisation, par exemple, d'une diplomatie de prestige, de la médiation, par exemple, pour rehausser son influence et son prestige à l'international, pour faire des gains à l'interne en termes de crédibilité de la part du gouvernement, mais également pour faire des gains en termes d'influence à l'international. Mais ce sont également des puissances moyennes qui vont utiliser, comme c'était le cas, par exemple, le Canada, le multilatéralisme
et ce que j'appelle, par exemple, une politique internationale tout azimut, c'est-à-dire d'essayer de maintenir des relations avec tout type d'États, des États démocratiques, des États autoritaires, parce que n'étant pas des plus grandes puissances et même des superpuissances, elles ont besoin de se garantir des cartes de sécurité en gardant le plus de relations internationales possible. Donc, d'une certaine façon, elles font le pari d'avoir de toutes sortes de relations, de les alimenter, ces relations, parce que c'est quelque chose qui leur permet, qui permet notamment au régime de survivre mieux. Et finalement, ce qui est très intéressant de la part de ces puissances moyennes autoritaires, c'est qu'elles s'investissent énormément dans ce qu'on appelle le nation branding, c'est-à-dire la création d'une image de marque à l'international, mais souvent une image de marque qui a tendance non pas à être politisée, comme ça pouvait être le cas des puissances moyennes démocratique ou libéral démocratique, où on mettait de l'avant justement la notion de démocratie et la notion de libéralisme, alors que les puissances moyennes autoritaires ont beaucoup plus tendance à mettre de l'avant comme image de marque des produits qui sont non politiques. Le fait d'être pro-futur, le fait d'être pro-technologie, le fait d'être vraiment axé sur des concepts qui sont beaucoup plus larges, comme par exemple l'humanité, et moins évidemment des concepts associés par exemple aux droits de la personne de première génération. Et donc, une des choses qui pour moi, et je regarde le temps parce que je ne veux pas me faire couper dans une seconde, mais une des choses qui pour moi est importante de comprendre, c'est que pendant longtemps, on s'est dit que ces puissances moyennes autoritaires, parce qu'elles sont autoritaires, se désengageraient de l'ordre mondial international, surtout d'un ordre mondial libéral, même s'il est en déclin. Mais en fait, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'elles demeurent très actives, notamment sur la scène internationale, notamment en Afrique, entre autres, notamment au niveau des institutions multilatérales, et qu'elles le font parce qu'elles sont capables de travailler à l'intérieur de ces institutions pour essayer de pousser et subvertir cet ordre libéral international en faisant la promotion soit de normes qui sont non pas démocratiques, mais qui favorisent justement un regard un peu plus neutre politiquement, mais qui vont aussi pousser pour l'effacement de certaines des pratiques qu'on avait au sein de ces espaces multilatéraux pour critiquer les politiques les politiques de nature autoritaire. Ce qu'elles ont fait aussi, c'est se réinvestir, notamment dans certaines organisations à un niveau plus régional, où là, on a vraiment vu la mise en place de manière un peu plus agressive de formes de multilatéralisme autoritaire, où on favorise la coordination de formes de répression outre-frontières. Et quand c'est nécessaire, on les voit notamment également franchir certaines lignes rouges, c'est-à-dire utiliser la force dans le cadre de conflits chez les voisins si nécessaire et donc de déstabiliser leur région si c'est jugé nécessaire. Donc, d'une certaine façon, elles contribuent à soutenir des voisins autoritaires, à soutenir des environnements autoritaires et de manière plus large à faire reculer encore plus la démocratie d'un point de vue international, mais également à continuer à, si vous voulez, grignoter cet ordre libéral international qui est déjà en train de se déliter. Pourquoi en Afrique? Ben, une des premières choses, et peut-être, je sais que j'ai 1 minute, donc une des choses importantes à souligner, pourquoi en Afrique? Parce que, évidemment, c'est un continent qui est, d'une certaine façon, un des endroits où la joute géopolitique s'affirme le plus, mais c'est également un endroit où elles peuvent travailler à rééquilibrer certaines des relations internationales qui ont certainement été défavorables à l'Afrique et au Sud globaux de manière plus générale. Mais elles y opèrent de manière complexe pour des enjeux et des motifs complexes. On l'entendait dans les présentations de mes prédécesseurs, par exemple pour différentes formes de sécurité, que ce soit une sécurité par rapport au régime, mais de manière plus large, sécurité alimentaire, si on pense par exemple à l'Arabie saoudite,
sécurité sécuritaire, si on pense par exemple à l'implication de la Turquie en Afrique, pour gagner ce prestige, cette influence également, mais pour gagner une forme de légitimisation internationale qui, d'une certaine façon, s'accompagne également d'une légitimisation à l'interne. Je sais que Benjamin va me dire que mon temps est terminé, donc je vais juste tout de suite passer à mes derniers points. Alors, si on avait des points à retenir de ma présentation, ces puissances moyennes autoritaires en Afrique s'affirment très, très rapidement. C'est une accélération vraiment importante à laquelle on assiste en termes de cette présence turque, de cette présence des Émirats sur le continent. Et on a un regard très sélectif par rapport à leur présence sur le continent. Soit on va les regarder, si on pense par exemple à la présence des Émirats et leur implication dans ce qui se passe dans le conflit au Soudan, soit on va les regarder de manière positive, mais rarement en combinant les deux. Donc, on a un regard sélectif qui ne nous permet pas de nécessairement saisir l'ampleur de leur action en Afrique. On a aussi trop tendance à les voir comme les petits cousins ou ceux qui sont derrière l'influence de la Chine et la Russie, mais ce sont des États qui développent réellement leur propre politique qui, parfois, sont même à contre-courant de ce que la Chine et la Russie font. Mais de manière générale, si on regarde leur action, soit de manière directe ou indirecte, elles ont un impact négatif sur le continent africain en termes de la présence et de la résilience des processus démocratiques et également de notre capacité à avoir des relations internationales stables et qui se marquent vraiment dans le temps plus que dans la volatilité, telle qu'on peut le voir par rapport à certaines des tractations et des relations qu'on a vues se dessiner dans la Corne de l'Afrique au cours des dernières années. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ève Desrosiers. Vous avez vu, je n'ai pas été trop autoritaire dans ma gestion du temps. J'ai été assez libéral. Mais merci beaucoup. En fait, on note dans votre intervention, et puis ça va ouvrir aussi la période des questions, mais une certaine tension entre cette volonté de jouer un rôle des pays africains dans l'international accru et le risque peut-être de nouvelles dépendances vis-à-vis de partenaires, ce qui peuvent aller apporter des opportunités, mais aussi créer des nouvelles dépendances, alors, avec les grandes puissances que vous avez notées, Chine notamment, premier partenaire commercial de l'Afrique, mais aussi avec des puissances moyennes qui jouent sur différents tableaux, j'imagine, financiers, idéologiques, culturels, politiques et autres. Donc, pour ouvrir cette période de questions, j'aimerais peut-être me tourner vers mon voisin aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé de cette régionalisation, qui est une des tendances fortes quand même du continent africain. Est-ce que les nouvelles relations internationales de l'Afrique, elles se conçoivent dans le cadre principalement des politiques étrangères nationales? On peut prendre différents exemples de pays. Ou est-ce que quand même à travers l'Union africaine, un peu comme ce qu'on voit dans l'Union européenne d'ailleurs, ça m'a fait penser à votre présentation, il y a quand même des passerelles et des comparaisons intéressantes avec l'Union européenne. Il y a une sorte de diplomatie commune qui s'esquisse, en tout cas sur certains sujets, sur certaines thématiques, sur certains enjeux, ou alors est-ce qu'on reste encore dans des politiques étrangères très nationales à l'heure actuelle? Merci, Benjamin. C'est une question extrêmement importante et qui est à l'ordre du jour. Dans la présentation de mes deux prédécesseurs, ils ont tous deux parlé quelque part du nexus entre le développement économique, le nexus entre le développement économique et la sécurité. Et il faut reconnaître que dans les derniers temps, l'Afrique a déployé beaucoup d'efforts, justement, pour avoir un mode de résolution des conflits en Afrique qui permet l'épanouissement économique. Et on parle de plus en plus de la régionalisation au mode de résolution des conflits. Et ceci s'explique notamment, si vous avez vu, après le passage de l'Organisation de l'Unité africaine et la création de l'unité de l'Union africaine, on a
pour la première fois dans le statut de l'Union africaine d'Abuja, on a institué 8 organisations internationales. Et ces organisations internationales, à l'origine, c'est des organisations qui ont été créées pour des motifs économiques. Mais avec le temps, en tenant compte du nexus entre le développement économique et le développement et la sécurité, la plupart de ces organisations sont arrivées à prendre en main la gestion des conflits économiques, des conflits dans les régions. C'est-à-dire que les conflits ont quelque part participé à la restructuration du mode des relations internationales en Afrique. Et cela s'est institué aussi. Comme exemple, je dirais la CEDEAO, qui, au début, en 1975, lorsqu'elle a été créée, s'est dit la CEDEAO, la coopération économique pour l'Afrique de l'Ouest. Mais ces derniers temps, la CEDEAO s'est tellement occupée des questions de sécurité qu'on est arrivé à la création d'une force d'intervention de la CEDEAO. Et la tendance continue à la SADC, au niveau des organisations de l'Afrique centrale. Et on a 8 organisations au niveau des organisations de l'Afrique centrale. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, on a vu que les organisations sont impliquées beaucoup plus pour résoudre les problèmes. Donc, cette progression de l'Afrique détermine une certaine autonomie de l'Afrique, une autonomie qui croît. On la voit croître et ça s'est exprimé aussi au niveau de l'Union africaine où on a eu des résolutions qui parlent carrément de la politique de faire taire les armes. Et ceci s'implique aussi, ça s'explique aussi de la coopération croissante qu'il y a entre l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU. De plus en plus, le Conseil de sécurité a établi un domaine d'action, un consensus pour régler des problèmes africains à travers l'Union africaine, c'est-à-dire la création de solutions africaines aux questions africaines. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est aussi ce dont on parle aussi, cette nouvelle phase des relations internationales de l'Afrique. Merci beaucoup. Jamal Mashrou, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous avez parlé de différentes initiatives du Maroc, notamment pour désenclaver les voisins, mais aussi pour s'ouvrir sur la façade atlantique, qui est l'un des atouts naturels du Maroc. C'est vrai qu'on voit une montée en puissance et en influence du Royaume du Maroc ces dernières années. Est-ce que vous considérez, on parlait de stabilité politique, que le régime de monarchie constitutionnelle qui offre cette stabilité donne un avantage stratégique au Maroc? Et est-ce qu'également en matière de dynamisme économique, le tissu, je dirais, des jeunes entreprises innovantes, le tissu de scientifiques constitue aussi une forme de diplomatie économique pour le Maroc dans son environnement africain et au-delà? Alors, merci pour cette question très importante. En fait, je crois que les classifications des États aujourd'hui diffèrent et sont diverses. Et là, c'était par professeur Desrosiers, c'est les États moyens, ou les puissances moyennes. Mais je crois que c'est un concept sur lequel je travaille, en tout cas, moi, personnellement, c'est les États utiles. Est-ce qu'on pourrait être un État utile au niveau régional, en fait? Et je crois que le Maroc essaie aujourd'hui de transformer un certain nombre d'attributs qu'il possède en tant qu'État émergent pour pouvoir être utile au niveau régional. Alors, il se base sur sa géographie qui fait de lui peut-être une puissance de proximité à côté de l'Europe, dans l'Afrique, monde arabe, ouverte sur l'Atlantique, c'est-à-dire sur l'Amérique du Sud et sur l'Amérique du Nord. Ça, c'est un attribut que le Maroc aujourd'hui essaye de mettre en valeur pour pouvoir augmenter, si je pourrais dire, l'appréciation de son rôle stratégique dans ce dessin de l'utilité régionale. Bien sûr, la monarchie constitutionnelle est un élément important. Et je rappelle que le Maroc, contrairement à presque tous les autres États au lendemain de l'indépendance, avait choisi dès le départ la monarchie constitutionnelle, mais aussi le système libéral et démocratique.
lorsque les vents soufflaient, des vents communistes à peu près partout en Afrique, ou des coups d'État militaires, le Maroc a su préserver cet acquis-là, qui fait de lui un État utile pour l'Occident, par exemple, pour les États démocratiques, mais aussi un État fiable. Alors, il essaie aussi au niveau économique de se rendre utile dans la région, parce que, contrairement à d'autres, peut-être aux acteurs qui sont dans cette pensée globalement sécuritaire et cette pensée idéologique, le Maroc essaie d'impulser des dynamiques économiques qui pourraient être vraiment un gage de prospérité pour ces acteurs-là. Je rappelle que le Maroc est le seul État qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, qu'il a un accord, même un statut avancé avec l'Union européenne, et qu'il y a des accords avec des puissances d'ailleurs médianes comme la Turquie ou les Émirats arabes unis, et des accords avancés avec les pays africains et qui est membre de l'Union africaine. Donc oui, le Maroc essaye à travers tous ces éléments, ces facteurs, ces attributs, à se rendre utile au niveau régional dans une dynamique de coopération et d'intégration. Et je crois que c'est un élément vraiment important dans la politique étrangère nationale. Merci. Et effectivement, vous avez mentionné aussi le lien Afrique-Canada. Et justement, Marie-Ève Desrosiers, vous êtes titulaire de la chaire sur la francophonie internationale. Est-ce que cette francophonie internationale, c'est un moyen pour le Canada de coopérer davantage, peut-être avec les pays africains francophones? Et aussi, mon voisin, qui est président du groupe de réflexion sur l'Afrique, depuis des années plaide en fait pour renforcer ces liens, cette coopération Afrique-Canada. Est-ce que tous les deux, vous avez le sentiment qu'on avance sur ce dossier? Le Premier ministre Marc-Carney a parlé des puissances moyennes, mais est-ce que est-ce qu'il y avait une arrière-pensée aussi vis-à-vis de l'Afrique? Et les stratégies d'affaires mondiales Canada, le Québec aussi essaie de se rapprocher de l'Afrique. Est-ce que le moment est propice pour justement renforcer ces liens Afrique-Canada? Vous avez des points, des recommandations peut-être à faire? La question est énorme, hein. Je pense que sachant qu'on a des collègues qui travaillent justement de l'autre côté de la table. En fait, j'aurais tendance à dire que le moment est probablement peut-être manqué, mais qu'on peut se ressaisir. Si j'étais très, très honnête, je pense que le terrain est très, très bien occupé et compétitif actuellement en Afrique, et c'est peut-être mon biais personnel, je pense que la linguistique importe certainement parce qu'elle permet de créer des espaces géographiques ou de raffirmer des espaces géographiques. Je pense que ce qui s'est probablement dessiné un peu plus au cours des dernières années, c'est pas nécessairement tant le lien historique et linguistique, mais c'est plutôt ce regard vers l'avenir et la création de partenariats qui sont mutuellement bénéfiques. Ce qui signifie donc que si on pense par exemple je pense par exemple à la présentation qui a été faite et les liens qui sont en train de se tisser par exemple avec le Mali, le Burkina, qui sont dans cette zone largement touchée par des coups militaires, des coups d'État. Le Maroc a cette visée qui est d'une certaine façon de relation avec l'Europe, mais de la relation avec ces coups ou ces juntes qui sont de plus en plus autoritaires également. Mais l'idée est de voir d'une certaine façon, de réfléchir à des partenariats qui sont favorables à nous. La politique étrangère est en ce moment dans un contexte justement de recul de l'ordre libéral international, est une politique qui met de l'avant l'importance de penser à soi en premier. Et je pense qu'on le voit au Canada, on le voit de la part de tous les pays. Et donc, justement, les relations qui sont tissées sont des relations, encore une fois, mutuellement bénéfiques. Le Canada n'est plus en train de chercher ses partenariats précédents, puisque si on pense aux partenariats qu'on a mobilisés au cours des derniers mois, c'est avec la Chine, avec l'Inde, avec les Émirats arabes unis, avec notre relation en Afrique avec toute une série de pays. Donc, l'occasion pour peut-être bâtir nos relations telles que précédentes est manquée. Puis là, on est à la course pour essayer de rattraper un peu. Oui, vous pouvez faire
Je vais un peu contraster avec l'avis de ma collègue que j'appuie. J'appuie absolument ce que vous dites. Et je pense que ces derniers temps, le Canada s'est réveillé dans ses relations avec l'Afrique. Il faut avoir le courage de dire, dans les relations avec l'Afrique, avec 54 États, c'est pas aussi facile que ça, avec sa complexité. Mais nous avons pour la première fois un document qui est un document historique, qui est la stratégie canadienne pour l'Afrique. On n'en a jamais eu. Nous l'avons. C'est un document qui est créé. Et il n'y a pas de document parfait. La Charte des Nations Unies n'est pas parfaite. Et beaucoup le disent, la Bible n'est pas parfaite, le Coran n'est pas parfait. C'est un premier document. Il faut travailler dessus. Il faut le convertir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vis dans ce pays depuis, je ne vous dirai pas mon âge, mais il y a longtemps. Et j'ai 4 enfants qui travaillent aujourd'hui pour le gouvernement canadien, qui sont nés ici, qui sont tous passés par l'Université d'Ottawa. Et j'ai fait 22 ans aux Nations Unies comme fonctionnaire de l'ONU, fonctionnaire canadien. J'ai vu beaucoup de choses. Ce que je vois aujourd'hui est exemplaire, à mon avis. C'est mon avis. Et au niveau du groupe de réflexion pour l'Afrique, il faut soutenir. Nous avons émis des avis. Le Canada a beaucoup fait ces derniers temps. Pour la première fois, nous avons des systèmes de coopération qui sont établis avec l'Afrique. Nous avons créé ici au Canada, pour la première fois, un envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Nous avons créé un représentant du Canada au niveau de l'Union africaine, au même point que le représentant du Canada au niveau des Nations Unies. Nous avons créé un envoyé spécial au niveau du Sahel. Nous avons augmenté les ambassades. Disons, dans tous nos langages africains, on dit que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Ce n'était pas là avant. Et dans le discours, les différents discours du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, je crois il y a 2 mois ou 3 mois, ce n'est pas étonnant que le discours du Premier ministre Carney, le discours de Davos, ait eu des répercussions là-bas. Les pays en ont parlé, les ambassadeurs en ont parlé. Et je pense que, sans trop m'éloigner, là où nous en sommes aujourd'hui dans les relations Canada-africaines, nous n'avons jamais été là. Il y a du nouveau, il y a du progrès. Cependant, il y a encore des choses à faire. Et on va le faire. Il y a des choses à faire. Et les lacunes se retrouvent essentiellement dans le contexte du fait qu'il y a 54 États. Avoir avoir une exécution d'une stratégie pour 54 États, c'est un problème. Mais il y a juste 2 semaines, par exemple, on a vu ce gouvernement et le gouvernement du Canada tenir une première célébration de la stratégie canadienne pour l'Afrique. Moi, je suis là, je ne l'ai jamais vu. On a vu ce gouvernement tenir une session de consultation au niveau du Sénat canadien pendant 1 an pour discuter de la question de l'Afrique. On a vu ce Sénat canadien inviter des ambassadeurs africains pour les écouter, les entendre sur les questions africaines. Et on a présentement un rapport du Sénat avec plus de 20 recommandations. Toutes des recommandations positives pour améliorer, pour changer le Canada-Afrique. Et nous, au niveau du groupe africain de réflexion, c'est des ambassadeurs qui ont travaillé au Canada, qui ont travaillé pour le Canada en Afrique, y compris ma petite personne. Une organisation qui a été créée en 2006, simplement
pour changer le Canada, l'Afrique. Des gens qui ont travaillé en Afrique et qui sont revenus au Canada et qui ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le bas qui blesse quelque part. Pour changer la chose. En matière de relations internationales, la situation ne se change pas comme ça. Il faut beaucoup de travail. Et je pense qu'il faut être patient. L'Afrique, coopérer avec l'Afrique demande beaucoup de patience. Il faut coopérer avec chaque État différemment. Il faut coopérer avec chaque région différemment. Le Nigeria, à lui seul, c'est un pays dans un pays. Cependant, il ne faut pas se décourager. Il faut aller de l'avant. Et je pense que l'atlantisme est une opportunité que nous devons saisir ici au Canada. Mais le Canada-Afrique d'aujourd'hui n'est pas le Canada-Afrique d'avant-hier. Gareth m'en parlera, la Chambre du commerce. Ce qu'ils ont réussi à faire maintenant au Canada, c'est des choses qui auraient été impossibles il y a 10 ans. Je crois qu'il faut se donner la main, tenir compte du fait qu'il y a des difficultés. C'est justement parce qu'il y a des difficultés qu'il faut aller de l'avant. Mais je crois qu'il y a des espoirs, le Canada-Afrique. Et que le fait que le Canada est en train de se présenter pour être le pays organisateur en 2028 de la francophonie, en est un exemple concret. C'est pourquoi je dis toujours à ma sœur africaine, Marie-Ève, qu'il ne faut pas se décourager. Nous comptons surtout sur elle, parce que pour moi, c'est une des meilleures ici au Canada quand il s'agit de ces questions. C'était presque un propos conclusif, mais on a encore le temps pour 2 questions du public qu'on va prendre simultanément. Donc, si vous avez une question, c'est maintenant. Je vois ici. Et est-ce qu'il y en a Une ici. Il y en a 2, d'accord. Est-ce qu'on prend une troisième rapidement aussi? Non? Alors, allez-y, je vous en prie. Bonjour, moi c'est Léa Rézuli, je suis étudiante à l'Université de Genève et puis je suis ici dans le cadre d'un échange académique. Ma question, c'est plutôt pour vous. Ça a été mentionné le rôle des diasporas très brièvement et je voulais savoir concrètement quel rôle peut jouer la diaspora marocaine dans les liens avec l'Atlantique et s'il y a en fait un plan concret de la part du ministère des Affaires étrangères. Enfin, ministère de l'Affaires étrangères du Maroc pour mobiliser ces diasporas dans les liens avec Cette question s'adressait à Jamal Mashrou. Est-ce que vous pouvez peut-être y répondre brièvement? Oui, donc, je crois que la diaspora marocaine déjà joue un rôle important dans la promotion de l'image du Maroc dans les pays d'accueil. Et donc, ceci est une constante. Que l'on soit en Europe ou bien en Amérique, la diaspora marocaine est un élément central pour pouvoir démultiplier les actions du royaume. Deuxièmement, c'est aussi par rapport à la capacité de véhiculer un autre narratif sur le Maroc et sur l'Afrique. Parce que je crois qu'une des responsabilités des Marocains résidant à l'étranger et de la diaspora, c'est de véhiculer l'exacte image dans sa complexité, certes, mais pas uniquement sous l'angle on va dire, de la difficulté par moment qui est mise en avant par des discours ou des partis politiques bien définis. Donc, c'est d'équilibrer l'image en changeant un peu le narratif. Et troisièmement, c'est en établissant des liens économiques parce que je crois qu'on s'emploie énormément à vouloir capter ces IDE à l'étranger au Maroc et en Afrique. Et je crois que les premiers investisseurs, normalement, devraient être eux aussi les éléments de notre diaspora aussi. Et donc, ça, c'est économiquement parlant, mais aussi des joint ventures, c'est-à-dire que la capacité à drainer des investisseurs étrangers, canadiens par exemple, en Afrique, en allant ensemble, et j'allais dire, dans des domaines très divers.
Donc, oui, la diaspora pourrait jouer un rôle important. Elle est déjà en train de le jouer en partie, mais je crois qu'il y a un grand potentiel à explorer, principalement sur les dimensions du narratif, mais aussi drainage des IDE dans le continent africain. Mais je crois que les gens de l'ambassade du Maroc, ici présents, pourraient peut-être mieux calibrer, j'allais dire, le mode opératoire de la participation des diasporas dans le continent africain. On va laisser bientôt Madame l'ambassadeur dire un mot, mais je crois qu'il y avait une deuxième question ici, ou peut-être Monsieur l'ambassadeur, oui. Bon, juste dire d'abord merci, professeur Paquet. Dire que beaucoup de choses ont été dites. On est à l'université ici, ça a été présenté de façon magistrale. Vous n'avez pas écouté les politiques, parce que tout ce qui est dit est bien, mais nous représentons les États, donc les politiques. Parce que la mise en œuvre ne vient pas de l'université. La mise en œuvre, ce sont les États qui, de par leur façon d'être, de leur démarche, mettent en œuvre. Et je voulais vous dire que l'Afrique, que je connais un peu, parce que j'ai quand même eu l'occasion de faire quasiment la quasi-totalité des pays d'Afrique en dehors de la Somalie. L'Afrique dont on parle, et des puissances moyennes, de grandes puissances, cette Afrique-là est née d'un mensonge éhonté. Pourquoi? Parce que le monde libéral dont on parle, mais on a vu la Seconde Guerre mondiale arriver. Ce ne sont pas les dictatures qui sont nées comme ça. C'est la démocratie libérale qui a fait naître ces dictatures. Hitler a été élu. Il n'a pas pris le pouvoir par les armes. Donc nous avons aussi vu ces limites démocratiques en Occident. Aujourd'hui, ils dictent le droit international. Comment voulez-vous que l'Afrique puisse croire en un système où il y a toujours 2 poids, 2 mesures? On décide d'un côté, on se réveille le matin, on va bombarder le Nigeria, on dit qu'il y a persécution, je ne sais pas de quoi, personne ne connaît la raison. Et vous voulez que l'Afrique puisse croire en ce droit international? Moi, je n'y crois pas. Moi, j'ai assisté à plusieurs réunions des chefs d'État. Les questions essentielles sont posées sur la table. Le professeur, l'ambassadeur Tidjane a dit quelque chose de fondamental. C'est que l'Afrique a mis en place, au niveau de l'Union africaine, peu de gens le savent, le mécanisme de règlement de conflit. Ce texte est l'émanation du Congo-Brazzaville. Nous l'avons mis en place en 80, d'abord en 85, première mouture, et là, il y a quelques années, nous l'avons finalisé. Donc, l'Afrique peut avoir des mécanismes qui peuvent permettre que nous puissions avancer, et on est ouvert. Le seul problème, c'est que la critique vient très vite. C'est les Chinois, c'est les Turcs, mais dans aucun pays d'Afrique, vous ne trouverez le Chinatown. Dans aucun. Oui, la Chine est le premier investisseur de l'Afrique aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi? Quelles en sont les raisons? Parce que si on se contente des conséquences, on ne va pas dans la profondeur de la cause. Moi, je vous prends quelques pays. La RDC, qui est mon voisin, je peux prendre l'Angola. Mais on a vu cette bataille-là arriver. Aujourd'hui, on parle de puissance moyenne, le Canada et les autres, mais on ne les entend pas. Dans un moment où le monde est en train de basculer, où sont ces puissances? Oui, on a fait la déclaration de Davos, on a tous applaudi. Et ce que je vous dis, je l'ai dit au Premier ministre du Canada quand il m'a reçu. Très bien, c'est un beau discours, mais les faits sont les faits. Le commentaire est libre. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une puissance qui se lève un matin, qui déstabilise l'économie mondiale, et personne ne bouge. On se plaint. Et ça, quel est le signal qu'on envoie à l'Afrique dans ces conditions? L'Afrique n'est plus le continent de l'enfance que décrivait Hegel. Ce n'est plus le continent plongé dans la nuit noire
ou encore le continent de l'enfant, de la mentalité primitive de Lévi-Bruhl. C'est fini, ça, l'Afrique. Penser l'Afrique de cette façon-là, c'est faire une erreur. Et avec ma collègue qui est ici, nous avions été à une réunion avec la ministre des Affaires étrangères du Canada sur la stratégie, 1 an de la stratégie canadienne pour l'Afrique. Nous leur avons dit, ils nous ont dit que l'Afrique était en train de devenir la priorité du Canada. Nous avons dit très bien. Le Premier ministre du Canada est sorti 26 fois du pays. Il a fait le tour du monde 26 fois. Il a été dans les Émirats, il a été en Chine, il a été en Inde. Il a été en Afrique, enfin, on ne peut pas dire qu'il était en Afrique, c'était le G20 en Afrique du Sud. Il est venu, il a fait son discours, il est parti. Mais l'Afrique a des symboles. Nous disons que le Canada veut de l'Afrique, mais la première des choses que le Canada doit faire, c'est parler aux leaders africains, de parler vrai avec ces leaders, sans les juger. Parce que les leçons, l'Afrique n'en veut plus. Et donc, vous êtes l'élite canadienne, vous êtes des spécialistes, vous pouvez aller en profondeur sur ces questions, mais dites à vos leaders, l'Afrique n'est plus prête. On est à l'université, le propos est libre, l'Afrique n'est plus prête à recevoir des leçons de qui que ce soit. On a traversé les zones difficiles et les crises en Afrique. Mais on peut en parler, ça peut prendre l'objet, ça peut faire l'objet d'une thèse. Vous voyez bien que toutes ces crises viennent d'où? Elles viennent d'où? Nous avions la Libye, première puissance militaire en termes d'armes d'Afrique. Un matin, on a décapité le leader. Moi, j'ai été, 1 semaine avant le départ de Ben Ali, j'étais au palais avec Ben Ali. Et je lui disais, mais j'étais envoyé spécial, j'étais porteur de message. Mais Raïs, on me dit que le pays va être déstabilisé. Il dit non, la France et l'Italie dépendent de nous parce qu'ils pensent que c'est nous, nous sommes au premier rang pour défendre l'Europe contre le terrorisme. Il a été évincé, il a décollé de Tunisie. Un État européen ne lui a donné la possibilité d'atterrir pour ne fût-ce que prendre le carburant pour son avion. Ce sont les exemples que l'Afrique prend et que nos leaders regardent avec beaucoup d'attention et se disent, mais on ne peut pas faire confiance à ces gens. Parce qu'un coup, quand on est avec eux, ils disent que nous sommes amis, mais dès qu'on tourne le dos, on est... Donc, les États n'ont pas d'amis, on n'a que des intérêts. Le Canada ne peut pas nous convaincre, nous les Africains, en nous disant que, bon, voilà, on va venir pour développer le continent africain. Ce n'est pas vrai. Le développement viendra de nous, de notre volonté, de la jeunesse africaine que nous avons envoyée partout dans le monde apprendre. Ils reviendront dans notre continent et avec eux, comme la levure dans une pâte, nous allons faire que notre continent avance. Nous n'attendons pas. Donc, le Canada a mis sa stratégie, nous l'avons lu. Attendons la stratégie africaine, elle va arriver. C'était mon propos, un peu libre. Ce n'est que moi. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que certains de nos intervenants souhaitent répondre ou est-ce que c'est un commentaire qu'on garde pour une prochaine conférence peut-être, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Et notre conférence ne portait pas uniquement sur la relation Canada-Afrique, c'est plutôt juste l'une des pistes à ouvrir et à approfondir, bien sûr. Je peux permettre, oui, très. je peux me permettre? On a largement dépassé le temps, c'est ça. Tu réponds? Et je pense qu'il faut qu'on laisse aussi la parole à Madame l'ambassadrice du Maroc, notre partenaire majeur. Donc, encore merci d'ailleurs pour ce beau partenariat diplomatico-universitaire. Et on vous laisse la parole, Madame. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais bien entendu saluer l'audience d'aujourd'hui, puis vous exprimer mes sincères remerciements à vous, Benjamin, à Jonathan, du Collège de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa pour l'organisation de cette rencontre autour de la thématique « Les nouvelles relations internationales en Afrique », de l'Afrique, transatlantisme et partenariat. Je voudrais aussi féliciter les distingués panélistes qui ont, avec éloquence et conviction,
aimablement partager leurs réflexions sur cette importante thématique et les aspects de cette thématique. Et je veux aussi vous dire, avec mon collègue ici présent, que nos multiples collaborations, discussions, débats et échanges autour de sujets divers avec le monde académique sont toujours très pertinents. Ils constituent pour nous une précieuse source d'information qui nous permet, à nous autres diplomates, de mieux comprendre les défis globaux auxquels fait face le monde et ainsi que toute la panoplie de transformations géopolitiques auxquelles nous assistons actuellement. Alors, au terme des échanges d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une idée forte qui se dégage, c'est celle d'une nouvelle manière de penser les relations internationales de l'Afrique, et notamment à partir de son espace atlantique. Cet espace n'est plus seulement une réalité géographique, cet espace est en train de devenir un véritable cadre d'action, un levier de coopération et de stabilité et de prospérité partagée. Je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse et rappeler combien l'histoire du Maroc, M. Machrour en a fait allusion tout à l'heure, combien l'histoire du Maroc, depuis l'Antiquité à nos jours, est étroitement liée à son espace atlantique. Espace qui a justement permis et favorisé l'ouverture de mon pays sur le monde. À ce propos, et pour ceux que le sujet intéresse, je vous recommande vivement l'excellent ouvrage intitulé « Quand l'Atlantique raconte l'histoire du Maroc ». C'est un ouvrage qui vient tout juste de paraître et dont l'auteur n'est nul autre que l'éminente historienne marocaine Leïla Méziane. Alors, c'est précisément en droite ligne et en conformité et en continuité avec l'histoire millénaire maritime du Maroc que s'inscrit la vision portée par le royaume et son souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec une ambition claire, œuvrer encore et toujours pour faire de l'Atlantique africain un espace de développement innovant, créatif, attractif, structurant et bien sûr capable de relier les dynamiques régionales, de conforter et de promouvoir la coopération sud-sud, de renforcer les complémentarités économiques et de répondre aux menaces, enjeux et défis sécuritaires transnationaux maritimes communs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux: la pêche illégale, la piraterie, le trafic de drogue, le terrorisme ou encore la traite des êtres humains. Alors, dans ce contexte, le Maroc, par sa position géostratégique à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de l'espace atlantique, s'affirme chaque jour davantage comme une véritable et incontournable porte d'entrée vers le continent africain. Son engagement, on a parlé tout à l'heure du rôle que pouvait jouer le Maroc, on est en plein dedans, l'engagement constant et concret du Maroc en faveur de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, en faveur aussi de la coopération sud-sud, conjugué à sa capacité à mobiliser des investissements structurants sur le continent. N'oublions pas que le Maroc actuellement est premier investisseur en Afrique de l'Ouest et deuxième dans toute l'Afrique. Donc, cette capacité du Maroc à mobiliser des investissements structurants sur le continent renforce et met en valeur son rôle de passerelle entre les différentes rives de l'Atlantique. Je voudrais pareillement me faire l'écho de M. Machrour et souligner l'importance de l'initiative marocaine qui vise à désenclaver les pays du Sahel en leur offrant un accès à l'Atlantique. Cela a été dit, je le répète, elle est de nature à favoriser à la fois l'intégration régionale, le développement économique et les échanges, tout en contribuant à la lutte contre le terrorisme et en s'attaquant aux causes profondes de l'instabilité. Cette dynamique repose notamment sur des infrastructures d'envergure, parmi lesquelles le futur port de Dakhla Atlantique, appelé à devenir un hub logistique majeur pour la région sahélo-saharienne, et aussi le projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui est appelé à desservir 13 pays africains atlantiques. Ce méga-projet, dans le contexte actuel de guerre au Moyen-Orient et de crise énergétique mondiale majeure, revêt une importance et une dimension cruciale. Il commence même à être vu par certains analystes comme une option potentielle
à même de réorienter une partie de l'approvisionnement européen par la façade atlantique africaine. Nul besoin en effet de rappeler que l'accès à l'énergie a été et demeure une affaire de géographie. Dans ce contexte, le Canada, et je pense qu'on a beaucoup parlé de la relation Canada-Afrique aujourd'hui, le Canada, dont la stratégie récemment adoptée pour l'Afrique traduit une volonté similaire de bâtir des partenariats plus équilibrés et plus durables avec notre continent. Le Canada a un rôle important à jouer, on ne le dira jamais assez. Par son ouverture sur l'Atlantique et son attachement au multilatéralisme, le Canada peut et doit être un partenaire de premier plan dans cette nouvelle configuration des relations transatlantiques. Ce que nous avons tous esquissé aujourd'hui au fond, c'est une vision, celle d'un espace atlantique renouvelé qui est fondé sur le dialogue, la confiance, la co-construction et le co-développement. Je suis d'accord avec mon collègue Apollinaire quand il parlait de l'Afrique a besoin de partenariats aujourd'hui. Il faut plus nous juger selon les perceptions anciennes, mais l'Afrique a besoin d'être vue comme un partenaire. Un espace, l'Afrique est un espace, il faut absolument travailler à créer un espace au service d'un partenariat renforcé entre l'Afrique, l'Amérique du Nord et plus largement entre tous ceux qui souhaitent avancer ensemble et contribuer à l'édification d'un monde meilleur, prospère et surtout exempt de conflits et de guerres. Merci. Merci Madame l'ambassadrice. Un tout dernier mot pour remercier l'ambassade du Maroc, à nouveau vous-même, et puis Aziz Mirnes qui nous a accompagnés aussi depuis le début, le Collège des Chaires à travers son directeur Jonathan Paquette, mais aussi à travers Jana Moukarzel qui nous a aidés pour la conférence. Et vous-même, mesdames et messieurs qui êtes venus aujourd'hui, merci d'avoir contribué à la réflexion internationale francophone sur cet enjeu. Donc peut-être qu'il y aura des suites au Maroc, qui sait. Et puis, vous avez parlé de la jeunesse africaine. Je pense qu'on peut aussi considérer que cette jeunesse africaine, qui aujourd'hui est majoritaire dans le continent, va pousser vers le haut cette relation Canada-Afrique, aussi Canada-Afrique-Europe, qui est importante, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et qu'elle contribuera, donc, comme l'a dit Achille Mbembe, à hisser l'Afrique à hauteur du monde, en faire une force de renouveau dans la mondialité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux demander à tout le monde pour se rassembler, les gens qui veulent, une photo pour le bulletin de la Chambre de commerce Canada-Afrique? Je suis la présidente. Alors, si vous voulez, je peux... Avec lui, hein, il faut qu'on se mette à côté de l'écran, comme ça il y est. Il y a la lumière en arrière. Ça va, je vais fermer les lignes. Vous avez quelque chose dehors qui dit... Il y a le mur végétal. Nul, mais sans... Gens qui veulent, donner la permission que ça va être dans mon bulletin. Bon, moi, je vous dis au revoir. Je ne peux pas me joindre à la photo. Merci, professeur. Et à très bientôt sur Rabat, j'espère. Au revoir. J'étais impressionnée de leçons. Merci. L'ambassadeur du tout. Les derniers conflits. On va se revoir. Je vais trouver l'autre. Vous voulez,